Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les news hardware. On va parler d'Asus, de son comportement déplorable vers nous, les consommateurs. C'est très grave, je vous en parle tout de suite. Et on parle aussi d'Asus dans l'histoire des processeurs d'Intel de 13e et 14e génération, en particulier le 13900 et 14900 KKS, qui crash en jeu. Mais là, la faute est plutôt partagée avec Intel. Apparemment, AMD est en train de sortir du marché du gaming. Pour alimenter l'RTX 5090, il faudra un réacteur nucléaire. Et on va parler aussi du fait que Nvidia peut-être limite les performances de ses cartes graphiques pour nous forcer après à passer aux nouvelles. Encore beaucoup de news dont l'analyse des performances du jeu Ghost of Tsushima et Hellblade 2. Donnez-moi quelques secondes avant que je défonce Asus et que cette chaîne ne sera jamais sponsorisée par Asus. Vous le savez peut-être pas, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sur YouTube et oui, j'ai des sponsors que j'utilise pour recevoir de l'argent et acheter du matériel pour faire des tests benchmark ou pour améliorer la qualité de la chaîne. Et même si j'ai des sponsors, je n'ai jamais hésité à dénoncer le comportement de certaines marques, AMD, Intel, Nvidia et dans ces cas-là, Asus. Mais avant de dire quel que ce soit, je dois vous raconter l'histoire d'un youtubeur, Gamer Nexus, ce monsieur. Déjà, vous avez peut-être un peu compris parce que ici c'est bien écrit scandale de garantie chez Asus entre déni et facturation abusive. Mais c'est même pire que ça. Alors, je vous disais, Gamer Nexus, un youtubeur avec plus d'un million d'abonnés, a eu un problème avec sa ROG Ally au niveau du joystick. Et donc, il s'est dit, je l'envoie en garantie chez Asus, mais de façon anonyme, car si Asus savait que c'était Gamer Nexus, l'aurait traité comme un roi. Bref, il envoie la console en garantie et Asus dit la console ne peut pas passer en garantie à cause de ces problèmes. Ces bouts de console endommagés, même pas par Gamer Nexus en fait. Ce problème est apparu après qu'ils ont essayé d'ouvrir la console. Donc, Asus dit, il y a ce problème, la console ne passe plus en garantie et tu dois payer 200 balles. Donc, ce n'est pas juste dénier la garantie, mais c'est carrément un arnaque parce que là, on demande de l'argent pour un problème qui n'a même pas créé le consommateur, le client, la personne qui a envoyé la console en garantie. Dans ces cas-là, Gamer Nexus. Donc, vous comprenez, les gars, que c'est grave. C'est très grave parce que là, c'est carrément de l'arnaque. Asus cherche de gagner de l'argent sur les pauvres clients qui demandent juste que leur produit soit justement réparé en garantie. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est ça le problème. Si c'était juste Gamer Nexus, je pouvais comprendre. Mais il y a plein de cas. Cette personne a eu un problème avec sa RTX 4090, a demandé de la faire réparer. Bim, 3758 dollars pour la faire réparer, que c'est plus cher du prix de la carte graphique. Cette personne a eu un problème avec son ordi portable, il n'avait pas d'affichage. Du coup, Asus a réparé le portable, l'a renvoyé au client, mais comment? Avec des dommages sur le châssis. Regardez ici. Encore, il y a une autre personne avec un souci avec l'RTX 4090, l'envoie en garantie. C'est une carte qui a payé plus de 2000 euros. Asus devrait traiter ses clients vraiment comme un prince, j'en sais rien, mais a dépensé vachement d'argent dans leur marque. Et qu'est-ce qu'il fait, Asus? Il lui renvoie une carte abîmée, avec des problèmes esthétiques ici, ou ici, au niveau de l'entrée PCU. Et je suis désolé pour ces personnes et je prends à cœur cette histoire parce que je sais ce que ça veut dire perdre du temps pour envoyer un composant en garantie avec un échange infini d'emails, mais surtout maintenant aussi un arnaque. Sérieusement, Asus? Sérieusement? Cette personne a payé plus de 2000 euros, on est en train de rigoler. C'est grave. Et ça m'énerve. Ce que je cherche de vous faire comprendre est que ce n'est pas possible d'abuser autant des clients. Et surtout la pression. Parce que si après vous payez pas, on vous renvoie un produit démonté. Tant pis pour votre gueule. Sans compter que c'est pas que carte graphique, console, même sur les cartes mères. Il y a cette personne qui a un problème, la carte mère ne s'allume pas,
ah bah il y a un dommage physique sur la carte. Et du coup, ça passe plus en garantie. Ou même ici, cette personne avec une carte mère qui ramenait des crashs, écran bleu. Du coup, Asus a juste trouvé l'escamotage, même pas Lupin, quoi, pour dire qu'il y a un endommagement physique sur la carte. Eh bien, voilà, il a trouvé des pins tordus sur la carte mère. En toute sincérité, un PC, c'est vraiment rare qui démarre avec des pins tordus. C'est vraiment rare. J'ai envie de croire à cette personne, car ce n'est pas possible que chaque personne crée des dommages physiques sur la carte mère. Ils font quoi? Ils font de la boxe avec la carte mère. Et du coup, bah, la carte n'est plus en garantie. La personne doit payer 190 dollars pour avoir sa carte réparée alors que la carte neuve coûte 210 dollars. Pour moi, Asus, c'est mort. J'achèterai plus les produits Asus. J'ai rien contre Asus. J'ai même une carte mère Asus dans ma config. Regardez dans d'autres vidéos car là n'est pas dans la caméra. Et normalement, on parle des produits de qualité. Mais jusqu'à quand il marche, parce qu'après, attendez-vous d'être traité comme de la merde. Donc, pour moi, c'est fini avec Asus. Au moins jusqu'à quand ils changent leur politique vers les clients. S'il vous plaît, mettez un like, partagez cette vidéo, faites du bruit, sinon cette marque continuera à abuser de ses propres clients. Et enfin, je dois dire juste une dernière chose, je ne sais pas combien de youtubeurs vont oser de faire une attaque directe à Asus, parce qu'après risquent de perdre leur sponsor. Personnellement, je n'ai aucune honte à le faire. Je continue avec les news hardware et maintenant je vous parle d'Intel. Finalement, on connaît la cause d'instabilité et crash des processeurs 13900K et 14900K. Selon Intel, la faute c'est des fabricants de cartes mères qui n'ont pas respecté le profil de base des processeurs dans les paramètres par défaut des BIOS. À mon avis, c'est facile de donner la faute aux fabricants de cartes mères. Je pense que la faute est partagée vu qu'Intel aurait dû plus insister sur faire appliquer ces profils. En tout cas, il y a un fond de vérité parce que voici le tableau que les fabricants de cartes mères devraient respecter et voici le tableau créé par le youtubeur J2Cent qui nous montre que effectivement par exemple Asus ne respecte pas les consignes d'Intel. En fait, selon les spécifications d'Intel, on voit que le CEP, une protection contre les faibles tensions qui devrait être logiquement activée, est désactivée soit dans les paramètres par défaut du BIOS d'Asus et même si le MCU est désactivé, un paramètre que je conseille souvent de désactiver vu que c'est comme un overclock, ça booste les fréquences des corps du processeur mais de façon pas contrôlée et du coup ça peut ramener de l'instabilité. Finalement, seulement si on active le profil de base d'Intel, le CEP est correctement activé ainsi que les limites de puissance PEL 1 et PEL 2 qui sont respectées à 253 watts, alors que comme vous voyez ici dans le tableau, par défaut, ces limites sont désactivées et c'est normal que ça peut créer des problèmes. Enfin, l'ICC max, le courant maximal qui peut tirer le processeur, est normalement limité à 400 A, mais dans les paramètres du BIOS par défaut, il peut tirer 511 A, donc encore une fois normal que ça peut ramener des crashs. Mais la chose vraiment bizarre est que si on respecte le profil de base d'Intel, il est limité à 280 A, que ça veut dire aussi limiter les performances du processeur. Vous trouvez en description la vidéo de J2Cent qui parle de tout ça. En tout cas, si vous avez un 13900K ou un 14900K, faites attention que dans le BIOS, les paramètres selon les spécifications d'Intel sont bien respectés. Faites pas confiance aux fabricants de cartes mères, car selon la situation, soit c'est normal que vous avez des crashs et démarrages en jeu, soit carrément votre processeur ne tire pas assez de courant et du coup vous avez des performances limitées. Je passe maintenant à AMD et je vous confirme que les RX 8000 vont avoir des performances avec du ray tracing activé complètement différentes par rapport aux RX 7000. Nous raconte ça Kepler qui dévoile souvent des informations sur les cartes graphiques. Nous dit que autant pour les RX 7000, le ray tracing était juste une amélioration du même ray tracing qu'on trouvait pour les RX 6000, autant pour les RX 8000 c'est complètement autre chose. Mais
Qu'est-ce que c'est cette chose? Encore, on ne le sait pas concrètement. Je vous ai parlé de tout ça dans ma vidéo précédente de news où je parle en détail des RX 8000 et 9000, mais pour résumer, il faut imaginer les performances des RX 8000 très similaires aux RX 7000, mais avec un vrai gap de performance avec du ray tracing activé par rapport aux RX 7000 ou RX 6000. Par rapport aux RX 9000, vous devez savoir qu'une autre personne dévoile des informations, mais à ce moment-là semble juste un commentaire pour nous dire que le design des RDNA 5, donc des RX 9000, devrait être vraiment révolutionnaire, un peu comme quand Zen est arrivé sur le marché des processeurs. Encore une fois, je vous ai parlé des RX 9000 dans ma vidéo précédente, regardez ma vidéo précédente de news, mais je m'attends à une architecture avec effectivement plusieurs puces de calcul sur la même carte graphique, donc devrait vraiment révolutionner le marché des cartes graphiques et j'espère que, comme avec Zen, AMD arrive à faire pas seulement la concurrence Nvidia, mais être un pas au-dessus d'Nvidia, comme ça finalement Nvidia commence à baisser le prix de ses cartes graphiques. Autre news, les résultats financiers d'AMD ne sont pas positifs pour le premier trimestre 2024 dans la partie gaming et embarqué. On voit en fait une baisse de 50% presque par rapport à l'année précédente et à partir de là, j'ai vu certains sites et journaux sortir des titres comme c'est la phase terminale gaming pour AMD. Il faut comprendre que l'année dernière AMD a sorti les RX 7000, cette année pour l'instant n'a rien sorti. Sûrement la situation va s'améliorer avec la sortie des Ryzen 9000 qui devrait être annoncée en juin et après des RX 8000, même si vous devez savoir que les gamers aujourd'hui choisissent Nvidia. En fait, si vous regardez cette enquête de Steam, entre novembre 2022 et avril 2024, la situation est pratiquement la même. La plupart des joueurs ont une carte Nvidia, le 75% à peu près ont une carte Nvidia. Pourquoi les gamers choisissent Nvidia AMD? Je pense parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête et préfèrent dépenser 50 voire 100 € de plus pour avoir le plus qui ramène Nvidia au niveau des technologies, au niveau du ray tracing, mais aussi au niveau du DLSS. À mon avis, AMD vend des cartes graphiques qui permettent de jouer correctement au jeu exactement comme Nvidia. Mais effectivement, si on veut avoir le petit plus, alors il faut acheter Nvidia. La situation pourra changer avec les RX 8000 vu qu'ils vont avoir une meilleure gestion du ray tracing, mais entre RTX 5000 avec plus de performance et RX 8000 avec même performance et plus de ray tracing, la bataille à mon avis n'est pas forcément gagnée par AMD. Au contraire, je pense que la situation ne va pas changer. Voilà pourquoi AMD, à mon avis, a bien décidé de renoncer cette année à la sortie des cartes graphiques qui auraient pu doubler des performances pour se concentrer sur la génération fin 2025 RX 9000 qui devrait donner une claque à Nvidia. On va voir si cette stratégie va payer. Enfin, je vous parle d'Ayaneo qui a sorti une carte graphique externe, cette RX 7600 MXT, avec prise Oculink pour être branchée sur un mini PC pour en améliorer les performances avec un boîtier geek vraiment très sympa. Je vous parle pas de cette news pour le boîtier geek, mais pour le fait que je trouve dommage qu'aujourd'hui on a seulement une carte graphique externe, cette 7600 MXT pour les mini PC, et qu'on voit pas plusieurs modèles de cartes graphiques, même d'Nvidia, pour donner vraiment de la vie aux mini PC. Les mini PC aujourd'hui ont pas mal de performances au niveau processeur, mais pas vraiment au niveau de la carte graphique. Donc j'espère vraiment que d'autres solutions vont sortir de façon vraiment de revaloriser les mini PC. Je passe Nvidia et je m'excuse, je suis obligé d'aller plus vite car j'ai trop gueulé à cause d'Asus et je n'ai plus de voix.
Alors, les dissipateurs pour les cartes RTX 5000 sont développés et ont été testés avec une puissance jusqu'à 600 watts. Attention jusqu'à, parce que ça veut dire effectivement que les cartes RTX 5090 ne vont pas consommer 600 watts, mais plutôt peuvent consommer jusqu'à 600 watts, mais à mon avis seront limités comme les RTX 4090 à 450 watts. De toute façon, AMD avec les RX 8000 ne va pas faire concurrence aux cartes haut de gamme d'NVIDIA. Donc NVIDIA, à mon avis, ne se sont pas assez menacés pour pousser jusqu'à 600 watts ces cartes graphiques. À propos des technos d'NVIDIA, RTX Video maintenant est disponible aussi pour Firefox. Si vous utilisez les technos disponibles avec RTX Video, donc RTX Super Resolution, RTX HDR, dont j'ai dédié une vidéo que je vous conseille de regarder, vous pouvez maintenant les utiliser aussi avec Firefox. Donc une petite news juste pour vous dire que ces technos maintenant sont disponibles si vous utilisez ce navigateur. Enfin, je vous parle d'une news très particulière. Pour une compétition, des modèles ont changé les mémoires d'une RTX 4070 Ti Super, toujours le nom super long d'NVIDIA, et ont changé les mémoires de base de 21 Go avec des mémoires de 24 et 26 Go. Puis, ils ont passé des benchmarks, le Superposition Benchmark de Unigine, et de base la 4070 Ti Super obtient 7200 points, mais avec les mémoires de 24 Go, la carte a obtenu un score de 8870 points, que c'est même devant une RTX 4080 qui obtient 8525 points, et avec des mémoires de 26 Go, a pu ottenere sur une autre carte, ça c'est une Galax, 9133 points, que c'est bien devant une RTX 4080. Alors, c'est vrai qu'on parle de benchmark synthétiques, c'est dommage de ne pas voir si en jeu il y avait vraiment un gain de performance. En tout cas, je vous montre cette news pour vous faire comprendre que Nvidia a toujours les moyens pour pousser ses cartes graphiques, mais il ne le fait pas. Pourquoi? À mon avis, pour deux raisons. Déjà parce que AMD ne fait pas la concurrence au point qu'NVIDIA doit pousser aux limites ses cartes graphiques. Et la deuxième raison est que NVIDIA n'a pas l'intérêt à pousser aux limites ses cartes graphiques. Sinon, il ne pourrait pas justifier l'achat de nouvelles cartes graphiques. Et si vous avez l'impression que les RTX 4000 n'étaient pas vraiment au niveau pour être une nouvelle génération, à mon avis, ce n'est pas un hasard. Les spécifications de mémoire d'exercice ont été rédigées par l'organisme GDEC qui s'occupe justement de ça. Et je dois vous dire que ces nouvelles mémoires vont être dingues. On parle de mémoires avec 8 canons qui ramènent le double de la capacité et de la bande passante par rapport à la DDR5 et une meilleure efficience énergétique. Donc si aujourd'hui on peut acheter un kit pour pas trop cher de 32 Go, attendez-vous de pouvoir acheter pour pas trop cher un kit de 64 Go. La mémoire d'exercice devrait sortir en 2025 et vu que la bande passante va doubler, attendez-vous des mémoires avec une fréquence de base comprise entre 8000 et 9000 MHz. Je passe maintenant à l'analyse des jeux vidéo. Je commence avec Ghost of Tsushima et après je passe à Hellblade 2. D'un point de vue performance, Ghost of Tsushima, c'est génial. Ça, c'est comment devrait être effectué un porting d'un jeu PS5 sur PC. D'un point de vue de la VRAM, ça demande pas beaucoup, 10 Go pour du 4K, presque 9 Go pour du 1440p et 8 Go pour du 1080p. Si vous jouez du coup en Full HD, attention, vous devez avoir une carte de minimum 8 Go. Et ce n'est pas juste valide pour Ghost of Tsushima en 2024, vous devez avoir une carte avec minimum 8 Go. Le risque est d'avoir du stuttering ou que des textures ne se chargent pas correctement. Pour jouer en 1080p, une 4060, 7600, RX 6600 XT suffit, vous le voyez ici. Pour jouer en 1440p, tout au max, ça suffit une RTX 3070, une RTX 3070 Ti, une RX 7700 XT,
6700 XT. Voilà, si vous êtes là, vous pouvez jouer tranquillement à 60 FPS. Mais tout ça sans DLSS ou FSR activé. Si vous avez une carte moins performante, comme une 4060 Ti, rien ne vous empêche de jouer correctement, même en 1440p si vous activez du FSR ou DLSS. Même discours pour la 4K, vous le voyez ici, une RX 7900 XT suffit pour jouer à plus de 60 FPS. Je suis étonné qu'une RTX 4070 Ti Super n'arrive pas à plus de 60 FPS ou qu'une RTX 4070 Ti soit au-dessous de 60 FPS. En tout cas, petit coup de DLSS FSR et vous êtes bien au-dessous. Je dois vous dire que d'un point de vue graphisme, le jeu est vraiment pas mal, vous le voyez ici, donc ça veut dire que le porting est vraiment bien fait. Je passe maintenant à Hellblade 2 où le discours est complètement différent. Ici, je ne peux pas vous dire que le porting est mal fait, à mon avis le jeu peut être encore mieux optimisé, mais c'est sûr qu'avec Unreal Engine 5 il faut pas trop rigoler. C'est un jeu qui ne demande pas beaucoup au niveau de la VRAM, on le voit ici toujours 10 Go pour 4K, 9 Go pour 1440p et 8 Go pour la 1080p. Mais au niveau performance, ça demande beaucoup plus. Sûrement, c'est justifié par les graphismes qui, comme vous voyez, sont vraiment spectaculaires. Alors là, on est devant un jeu de dernière génération et ça, c'est le mérite aussi d'Unreal Engine 5. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire de Alan Wake 2, je pense que c'est même devant Alan Wake 2. Donc les graphismes sont spectaculaires, mais est-ce que ça justifie que par exemple en 1080p ça ne suffit pas une 7600 XT, 7600 RTX 4060 pour jouer à 60 FPS? Il faut comprendre que les jeux doivent évoluer, sinon on joue les jeux avec toujours les mêmes graphismes. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un saut de qualité au niveau des graphismes du jour au lendemain, mais vous devez comprendre que les RTX 4000 datent maintenant de 2 ans, les RTX 3000 de 4 ans et de même pour les RX 7000 et 6000. Donc c'est normal qu'à un certain moment les cartes graphiques n'arrivent plus à suivre. Et là vous direz, Pika, mais perso j'achète une carte graphique parce qu'elle doit durer 5 ans. Ça ne marche pas comme ça forcément dans le marché des PC. Surtout ça dépend à quel moment vous achetez une carte graphique. En tout cas, il y a sûrement le discours que le jeu pouvait être plus optimisé pour les cartes graphiques moins performantes. Le jeu vient de sortir, sûrement d'ici un mois sera plus optimisé, et aussi que les devs aujourd'hui développent le jeu avec en tête d'activer les technos d'upscaling. Regardez ma vidéo à ce sujet. En fait, si vous activez du DLSS FSR, une RX 7600 RTX 4060 arrive presque à 60 fps. Ça vaut le même pour la 1440p ou une RTX 4070 et à 50 fps, il faut du DLSS FSR pour arriver au-dessus des 60 fps et pour toutes les cartes que vous voyez ici. Donc, il faut comprendre que les temps changent en pire et qu'aujourd'hui, il faut se plier aux DLSS FSR qui sont pratiquement le roi et la reine des jeux vidéo. Pour la 4K, c'est encore plus catastrophique vu qu'une 4090 n'arrive même pas à 60 fps et que les cartes entrée de gamme pour la 4K sont plutôt sous les 30 fps, 35 fps. Comme d'hab, il faudra activer du DLSS, FSR, etc. ou jouer avec les graphismes pour pouvoir améliorer les performances. De toute façon, on parle d'un jeu qui tourne à 30 fps sur Xbox, donc entre guillemets, il faut aussi remercier les développeurs si on peut jouer à 60 fps sur PC. Et vous, vous en pensez quoi d'Asus et de ces news? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine con Pika, ciao!